Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir donc, pour cette première édition de Smart Break que nous dédions aux tendances de la consommation. Smart Break, c'est un rendez-vous que nous proposons aux acteurs du marché publicitaire, un rendez-vous où nous convions des experts pour décrypter, pour raconter, pour donner un nouvel éclairage. Et donc aujourd'hui, ce sera sur les grandes tendances de la consommation. On vous racontera aussi de nouvelles cibles que nous avons travaillées. Et puis bien sûr, tout autre élément important qui nous permettent d'anticiper nos business de demain et nos relations aux téléspectateurs, aux internautes et bien sûr aux consommateurs de vos produits. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer en effet de vous donner quelques facteurs pour expliquer la montée de ces tendances. Alors notamment, on va avoir un premier effet qui va être lié à des crises sanitaires. On a eu une très forte défiance qui s'est mise en place en France vis-à-vis notamment du secteur alimentaire. Et pourquoi ? Parce qu'il a fallu qu'il y ait une crise très très forte qui a été celle de la vache folle en 96 pour que les Français prennent conscience que leur relation entre l'alimentation et la santé devenait un enjeu très important. Avant cette période-là, le sujet alimentaire, le fait alimentaire ne faisait pas partie du débat public. Mais on a vraiment eu cette crise qui a fait prendre conscience par rapport à notre culture traditionnelle que finalement on pouvait, en mangeant, s'empoisonner avec une peur qui est montée de plus en plus fortement. Et puis on a des crises qui finalement sont revenues. Et la crise qui a fait ressurgir les peurs, c'est vraiment la crise de la fraude à la viande de cheval, parce que les consommateurs, même si ça n'a rien à voir en termes de risque, ont eu l'impression de revivre la même chose et ont eu peur de la viande rouge et de cette intoxication qui pourrait venir de ces maladies. Et nous, on a vu revenir des peurs sur des crises, notamment par rapport à la vache folle et à cette épidémie. Donc, en termes de peur, on est aujourd'hui à un paroxysme des peurs. Et donc, les dernières crises, salmonelle, mais aussi fipronil, vont sans doute, dans les nouvelles enquêtes, montrer que ça s'est stabilisé. Mais on a aujourd'hui à 3/4 des Français qui vont déclarer que finalement, ils perçoivent des risques importants ou très importants en 2016, alors qu'avant les crises de la vache folle, on n'était qu'à la moitié des Français. Et aujourd'hui, les peurs vont se concentrer sur les peurs des produits chimiques. Et ça, c'est très particulier à nos cultures dans les pays latins. Nos premières peurs vont vers les pesticides. On est à 1/3 des Français qui vont vous dire que ce qui les inquiète le plus, en premier ou en second, c'est la présence de pesticides. On voit revenir des peurs sur tout ce qui est non naturel, donc les additifs qui reviennent alors que ça avait un peu disparu, c'était très très fort dans les années 80, et les risques bactériologiques qui au cours du temps avaient diminué, mais là on est en 2016, ça va sûrement remonter. Vous voyez à droite un nuage de points sur des produits en particulier. Si je pose la question quel est le facteur d'inquiétude le plus important sur les fruits, eh bien vous avez ce nuage de points, il n'y a qu'un seul mot qui sort, et les Français le disent de façon ouverte, pesticides. Sur les légumes, on a la même chose. Si je prenais la viande, on aurait le mot antibiotique. Donc c'est toujours ces notions finalement de modification chimique, produits de synthèse qui inquiètent. Et si on essaye de comprendre d'où viennent finalement ces peurs sur les produits chimiques, eh bien, on se rend compte qu'en plus de ces crises, on a des changements de valeur très importants, des changements de valeur générationnels, et ça vient finalement de philosophies qui vont traiter les choses, notamment pour la correction par rapport au développement durable, de façon un peu différente. Et donc, ce qui arrive en France, ce sont vraiment les valeurs protestantes qui nous viennent des États-Unis et du nord de l'Europe, notamment dans cette relation entre l'homme et la nature. Dans la philosophie, dans la religion protestante, l'homme fait partie intégrante de la nature. Donc il a un rapport utilitariste avec la nature. Ça veut dire que quand il l'exploite pour la partie agricole ou pour notamment l'élevage, eh bien il va la protéger.
Et il y a cette notion finalement de je fais partie de la nature, et donc par exemple par rapport à l'animal, eh bien je le protège, et donc toutes ces questions du bien-être animal vont venir, on va le voir juste après, de cette religion. Et dans nos philosophies à nous, on est plutôt dans la philosophie des Lumières, où l'homme est au-dessus de la nature. Et donc on a une relation à la nature où on a un rapport sanctuarisé, c'est-à-dire que la nature, elle est mythique, elle est dans un coin, toutes les réserves que l'on fait, et finalement il ne faut pas y toucher. Et on pense, on imagine que ces endroits-là existent, et c'est ce qui est l'idéal de l'idéal, et c'est ce qui revient aujourd'hui avec tout ce que l'on voit sur la nature pure. Et donc nous, quand on fait une correction de développement durable, eh bien on va d'abord se préoccuper du volet social. Si je prends les états généraux de l'alimentation, on a commencé par ça. Tout s'est fait autour de la création de la valeur, alors que dans les pays, vous savez que c'est en Autriche, dans les années 30, qu'on a créé cette agriculture issue, l'agriculture biologique, eh bien, c'était vraiment de protéger la nature et de faire une correction écologique. Et juste pour illustrer mes propos, si je vous reprends exactement la même question que je vous ai montré sur la France tout à l'heure, qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport aux risques alimentaires, eh bien, vous voyez qu'il y a 3 pays où ils vont vous répondre qu'en premier, la première peur, c'est le bien-être animal. On va retrouver le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande. Donc dans ces pays-là, c'est avant ça. C'est avant tout cette peur-là, donc les conditions d'élevage. Et par contre, dans nos pays, vous voyez qu'en Italie, c'est en bleu comme en France, même en Allemagne, on va avoir la peur, en France, c'est en 2 couleurs, on va avoir peur des pesticides en premier, et des polluants, notamment le mercure. Donc il y a vraiment tout un cheminement qui est en train de se faire et des changements qui se font de façon générationnelle. Pour illustrer que la montée des préoccupations environnementales est vraiment générationnelle, donc c'est une valeur qui est montante, donc le bien-être animal sera montant, eh bien on a une question que l'on pose depuis 1978 par rapport aux préoccupations générales. Donc on pose une question, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Parmi le chômage, la pauvreté, les maladies graves, les accidents de la route, la pollution. Et quelles sont les 2 premières préoccupations? Ici, c'est la somme de en premier, en second. Et si je suis finalement le point, par exemple, sur la génération aliment-service, je prends une génération, donc entre le moment où elle a 23 ans, je prends la courbe grise, où quand cette génération qui est née entre 1957 et 1966, quand elle avait 20 ans, ils étaient que 2% à considérer que la dégradation de l'environnement était une préoccupation importante. C'est monté au cours du temps, comme dans toutes les générations. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les générations qui sont très jeunes, la génération nomade, qui est née entre 87 et 96, eh bien, ils sont 22%. Un quart de cette génération considère que c'est une préoccupation très importante, alors que dans les générations les plus anciennes, on n'est qu'à 11%. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit, parce que dans tous les manuels scolaires, dans tout toutes les politiques publiques qui sont mises en place, eh bien, on nous inculque cette notion de préoccupation, de correction écologique, et c'est un peu ça qui s'impose. Donc je vais passer maintenant la parole à Sandrine, qui va nous faire un panorama des conséquences sur les marchés de la grande consommation de ces grandes tendances. Merci. Alors bonjour à tous. Donc on va regarder ensemble quelle est la dynamique des marchés de grande consommation en France. Alors avant ça, on a remis le contexte macroéconomique qui, vous savez, est meilleur en France en 2017, avec des chiffres de PIB en croissance à plus 2%, un chômage qui recule, on en parlait juste à l'instant, et puis de la fréquentation des cinémas qui progresse, de la fréquentation des restaurants qui progresse avec le hors domicile à plus 3%, des ventes automobiles qui repartent, bref, un contexte de consommation au sens large qui est plutôt propice aux dépenses et aux achats de produits. Alors sur l'alimentaire, donc les PGC, eh bien on n'a pas cet effet
propice, disons dynamique, puisque depuis 2 ans, on a même un léger recul volume, ce qui signifie que les Français, tout simplement, achètent moins de produits alimentaires, au sens large, produits grande consommation, sur une année. Alors, ils n'en achètent pas beaucoup moins, c'est quelques produits en moins, mais ça suffit à expliquer le moins 0,1, moins 0,2% que nous avons sur les 2 dernières années sur le marché de la grande consommation. Ça peut être surprenant par rapport à ce qu'on vient de voir et on va voir, je vais vous expliquer un peu les raisons. Alors, ils achètent moins de produits. Par contre, vous voyez qu'ils dépensent plus. Donc, on est à plus 1% en valeur, ce qui signifie que sur une année, un foyer français dépense 1% de plus de budget sur la grande consommation. Donc, ils achètent de manière un peu plus qualitative. Alors, comment ça se passe d'un point de vue concret, hein, donc des volumes qui baissent, donc on achète moins d'articles sur une année, parce que pour 2 raisons. Première raison, on a une légère stabilisation de la fréquence du nombre de fois où on fait ses courses. Donc le 105,6 veut dire qu'on fait 105,6 fois ses courses en moyenne dans l'année, tout circuit confondu, et on a une légère baisse de nombre de fois où on va faire ses courses, et surtout, on a, à chaque passage en caisse, finalement, on met moins d'articles dans notre caddie. Hein, voilà, c'est comme ça concrètement que ça se passe. C'est pas beaucoup d'articles, c'est pas forcément quelque chose de très conscient, les gens n'ont pas forcément conscience, mais ça suffit à faire que nos marchés PGC de grande consommation sont en léger recul. Ce qui signifie du coup que pour les annonceurs et les fabricants, pour aller chercher ce consommateur, il faut faire plus d'efforts puisque le marché est en recul. Donc les raisons de la baisse volume, elles sont, je les ai synthétisées en 4 points. Pourquoi les gens achètent moins de produits alimentaires? Première raison, vous l'avez vu sur la première charte, c'est le développement, enfin le retour de la consommation hors domicile. Donc c'est clair que quand je vais me faire livrer une pizza chez Pizza Hut ou des sushis et que je ne mange pas à la maison, j'achète moins de produits. Donc il y a cette première raison, un report sur de la consommation hors domicile. Deuxième raison, nos repas se simplifient. Voilà, les repas avec entrée, plat, dessert, fromage, voilà, c'est de moins en moins souvent. Donc on a moins d'entrées et moins de desserts dans la consommation. Donc de temps en temps, pas de dessert, pas d'entrée. Et tout ça fait que on a moins besoin de produits pour nos repas. Alors en parallèle, on a le développement du snacking et de l'apéritif, mais ça ne compense pas la simplification des repas. Troisième raison, et c'est un sujet qui est en lien avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'envie de consommer moins mais mieux pour ma santé. Alors il y a plein de façons de consommer moins mais mieux, ça dépend vraiment de chaque individu, mais moins de sucre, moins de produits sucrés, moins de gras, moins de viande, hein, on va le voir, et on ne remplace pas forcément par d'autres produits. Donc tous ces moins font que, au final, je mets moins d'articles dans mon caddie à chaque passage en caisse. Et puis, dernier point, c'est l'arbitrage budgétaire. On l'a vu dès le début, hein, avec les dépenses qui progressent sur l'électroménager, sur le cinéma, sur les loisirs. Donc, c'est clair que les consommateurs français n'ont pas spécialement envie de dépenser beaucoup plus sur les produits de consommation courante. Et donc, ils font aussi un arbitrage budgétaire. Et ces 4 raisons expliquent pourquoi nos marchés sont en contraction et pourquoi c'est difficile, du coup, d'aller convaincre le consommateur d'acheter notre produit. Et je vous ai mis une phrase, c'est que ce comportement-là, il est encore plus vrai chez les jeunes. Hein, comme on voyait avec Pascal sur la préoccupation environnementale, ça, c'est encore plus fort chez les jeunes générations, ce qui signifie que petit à petit, ça va continuer comme ça et on ne s'attend pas à un gros changement dans les années à venir. Alors du coup, ces tendances de déconsommation ne sont pas les mêmes d'un marché à un autre. Donc vous avez juste ici les 4 catégories sur lesquelles on a le plus de difficultés à vendre les produits. L'hygiène beauté, où on est à moins 3%, voilà, qui est un marché qui est... c'est pas de l'alimentaire, donc déjà c'est entre guillemets un petit peu moins indispensable. Voilà. Et puis, on sait que c'est un marché qui a eu énormément de communication sur les additifs, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, c'est un marché vraiment assez compliqué. Donc, les gens achètent moins. Alors, est-ce qu'ils se lavent moins? Oui, un peu moins, mais de manière un peu inconsciente. Les produits d'entretien, idem, sont en recul. Voilà, donc moins indispensables. On n'a pas envie de dépenser sur ces marchés-là. Et puis, on voit émerger des produits de nos grands-mères, le savon noir, le vinaigre blanc, qui fait que du coup, on a moins besoin de produits. Les produits frais traditionnels avec la viande, donc ça, je vous l'ai dit, on mange moins de viande et aussi moins de légumes.
Et puis, on a une baisse aussi de la crèmerie via la consommation du lait qui est en forte baisse. Donc ça, c'est ceux sur lesquels on a le plus de difficultés. Ce qui signifie qu'il y a quand même des catégories sur lesquelles les gens se font encore plaisir et consomment notamment les boissons, par exemple. Alors après, quand on regarde par cible, on n'a pas aussi, on voit donc en moyenne on consomme moins. Vous voyez sur la gauche du chart que ce sont les jeunes et les familles qui vont vraiment avoir moins d'articles, moins de produits dans leur placard et dans leur frigo. Et à l'inverse, on va dire les 40 ans et plus sans enfants, eux pour le coup vont acheter davantage. Alors les consommateurs donc achètent moins de produits, mais ils recherchent de plus en plus la qualité. Donc on le voit ici en déclaratif, hein, vous avez un historique assez long, on voit qu'ils sont 53,5% à nous dire « je suis prêt à payer plus » pour de la qualité. Et à l'inverse, ils sont de moins en moins nombreux à nous dire que le prix, c'est le premier critère pour acheter un produit de consommation courante. Ils sont quand même encore 43% à nous dire que c'est le critère le plus important. On voit que la tendance, elle baisse, mais que aujourd'hui, voilà, on le voit avec des actions promotionnelles sur un certain nombre de produits, et un engouement pour les prix bas. Même si la tendance, elle est à la recherche de la qualité, aujourd'hui, on a encore 43% des Français pour qui c'est important. Mais la tendance, elle est à rechercher la qualité et à faire attention à sa santé. Donc du coup, dans ce contexte, ce qui répond le mieux aujourd'hui aux attentes, qui est un peu, je parlais lors de la répétition d'airbag, c'est-à-dire c'est la sécurité. Je cherche un produit, j'ai peur pour ma santé. Ce qui me rassure le plus pour l'instant, c'est le bio, parce que c'est à la fois un label qui me rassure sur ma santé et aussi sur l'environnement et l'écologie. Donc c'est le double effet. Donc on a un marché qui est à plus 19% en chiffre d'affaires, le bio, sur un contexte global qui est à plus 1, on l'a vu au tout début, donc très dynamique. Aujourd'hui, le bio sur l'alimentaire, ça représente seulement 4% des dépenses, donc ça veut dire qu'il y a encore un énorme potentiel à faire croître le bio. Et puis, vous voyez, tous les indicateurs sont ouverts sur l'ensemble des catégories de produits, les liquides, les fromages, etc. Alors, effectivement, les Français sont de plus en plus nombreux à acheter du bio. Ils sont 93% à avoir acheté au moins une fois un produit bio sur l'année 2017. Donc la quasi-totalité des Français. Donc nous tous, on a dû au moins avoir un produit dans l'année, conscient ou inconscient, bio. Donc ce qui signifie que voilà, la population est prête à en acheter plus, puisqu'ils ont déjà au moins été tous exposés. Ils dépensent de plus en plus. Ils achètent de plus en plus d'articles. Et tout ça fait progresser le bio. Alors le bio, on peut le trouver dans deux types de circuits. Les circuits dits spécialisés, donc c'est vous savez, les Biocoop, Naturalia, les nouveaux Robinson que vous avez ici à côté chez France Télé, qui représentent 16% des dépenses sur le total du bio. Mais les circuits qui progressent le plus sur le bio, ce sont les circuits qu'on appelle généralistes, donc Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Intermarché, qui ont gagné 2 points de part de marché cette année sur cet univers de produits bio. C'est une vraie volonté des distributeurs d'aller vraiment, et pour l'image, et pour le chiffre d'affaires, et pour la rentabilité, d'aller vers le bio. Et effectivement, ils ont gagné du poids. Et on voit à côté que le potentiel est important sur certaines catégories. Par exemple, c'est sur l'épicerie sucrée où on a le plus grand nombre de personnes ayant acheté du bio. 73% des foyers ont acheté un produit bio en épicerie sucrée, alors qu'ils sont que 24% sur le surgelé. Donc on voit bien qu'on a encore, sur certaines catégories, du potentiel. C'est vraiment le reflet de l'offre, ça. Et puis pour terminer, la dynamique du bio, on le voit, donc vous le voyez sur la droite du graphique, c'est vraiment une croissance dans toutes les cibles, donc tous les jeunes, les moins jeunes, les aisés, les modestes, vraiment consomment et achètent plus de bio et consacrent plus de part de leurs dépenses au bio. Tous les circuits, ça profite aussi à toutes les marques. On a beaucoup de questions parfois des marques. Est-ce que je suis une marque généraliste qui fait pas de bio? Est-ce que j'ai un intérêt à aller faire du bio? Et on voit bien que ça profite à l'ensemble des marques, les spécialisées, type Bjorg, céréales bio, enfin les historiques jardins bio, mais aussi des marques plus mainstream comme Éléphant ou voilà, des marques qui faisaient pas de bio au départ et qui s'y mettent. Et on voit que ça contribue vraiment à la croissance de l'ensemble des intervenants. Et puis, ce qui est important aussi à voir, c'est que c'est une croissance qui se fait de manière saine. Elle se fait surtout par de la fidélisation, c'est-à-dire par une habitude d'achat
qui est de plus en plus forte. On en achète plus souvent, on consacre de plus en plus de notre budget au bio. Et juste un chiffre sur ce qu'on appelle les gros consommateurs de bio, vraiment ceux qui y accordent une grosse part, eh bien on n'est que à 15% de leurs dépenses qui sont accordées au bio. Ce qui signifie aujourd'hui que 85% de ce qu'ils achètent, c'est pas du bio. Donc il y a encore aussi un potentiel de croissance. Donc le bio, c'est une réponse à toutes ces préoccupations, ces peurs que Pascal nous a présentées en première partie, mais ce n'est peut-être pas la seule réponse. Il y a d'autres modèles ou d'autres façons de consommer qui peuvent répondre à ces peurs. Et donc je repasse la parole à Pascal qui va vous éclairer sur ce point. Donc pour travailler sur les 3 cibles, on a essayé de faire deux approfondissements. Un approfondissement très quali, et on s'est rendu compte en effet qu'on va avoir une montée de cette consommation qu'on a appelée raisonnée, qui finalement date de un petit peu avant la crise économique et petit à petit s'est développée auprès de cibles qui se sont élargies. Donc on a ensuite fait une enquête quantitative et je vais vous présenter en quelques diapositives une synthèse de ces 3 cibles. La cible des bio-attentifs a été définie en essayant de croiser les Français qui vont soit chercher du bio dans l'alimentation ou dans l'hygiène beauté, et puis en regardant aussi d'autres caractéristiques sur les évitements. On se rend compte que les individus qui achètent les produits avec le label AB Bio vont en même temps aller vers tout ce qu'on appelle le sang. On a la deuxième cible qui est un peu plus importante en nombre, on le verra tout à l'heure, qui finalement est beaucoup plus sur cette nouvelle philosophie dont je vous ai parlé, qui est une évolution générationnelle avec une dimension de correction de développement durable. Et là, on va avoir une cible qui est plus jeune, qui correspond plus aux jeunes générations et qui va avoir en termes de déclencheurs beaucoup plus finalement de critères, beaucoup plus de leviers. La cible des Made in France est complètement différente des 2 premières parce qu'on va voir que les bio-attentifs et les green spirit se retrouvent sur beaucoup de valeurs. Les Made in France, eux, sont plus nés avec la crise économique puisqu'on avait la même cible dans les années 93. C'est une cible qui va défendre un point de vue économique, qui va aller vers une consommation qui défend la fabrication française pour défendre l'emploi. Et comme l'économie va mieux, c'est une cible qui est plutôt un peu en baisse et elle est plutôt très âgée. En termes d'âge, on va avoir plutôt des 65 ans et plus. Ce qui relie les 3 cibles, il ne faut pas se tromper, c'est que dans les 3 cibles, ce sont des gens très éduqués. Pour les Made in France, ce sont plutôt les plus riches, mais pour bio-attentifs et green spirit, c'est essentiellement des gens qui ont au moins un bac plus 3. En ce qui concerne les valeurs qui vont quand même être transversale à ces 3 cibles, même si je viens de le dire, dans les Made in France, on est plutôt sur un volet économique, on va retrouver quand même tout un tas de choses qui montent dans la consommation en ce moment, autour notamment de la naturalité. Vraiment, ce qui est en train de se développer, et là, dans l'enquête quantitative, c'est vraiment ce qui surgit, c'est qu'il y a une montée du naturel. Alors, ça vient à la fois d'une réponse aux peurs, ça c'est vraiment ancré, et c'est pour ça que tout le marketing a été vers ça, mais évidemment, c'est très lié aussi à tout ce qui est mis dans les rayons, et à tout ce qui a été développé en termes de communication autour de ce courant. Et donc, pour les consommateurs, c'est vraiment la réponse aux peurs, puisque dans les items que vous voyez ici, dans ce qui est venu naturellement dans les groupes Cali, c'est que c'est vraiment sans pesticides. C'est vraiment le produit dans lequel on n'a rien changé, donc c'est cette nature mythique, c'est cet idéal de l'idéal qui est du brut, qui viendrait d'une nature pure et sanctuarisée, qui apporte le mieux. Donc le bio est très très lié à ça, mais pour les green spirit, il y a aussi cette notion-là. On a quelque chose qui va vraiment faire rejoindre ceux qui sont plus le bio et le Made in France autour du circuit court. Quand on veut privilégier les produits français, eh bien, on a tout ce sentiment de se dire, eh bien, je veux favoriser l'emploi. Et donc, je veux éviter tous les intermédiaires et les circuits courts, et c'est quelque chose qui se développe vraiment. Et ce qui bouge le plus, c'est vraiment les circuits de distribution dans tous les secteurs de la grande conso. C'est qu'il y a vraiment une montée en poids des circuits courts, et donc on va acheter directement chez les producteurs. Et ça va rassurer
parce qu'il y a ce rapport de confiance. Et c'est vrai que toutes les notions de qualité bougent, hein, et aujourd'hui, la qualité, elle est de plus en plus représentée avec cette idée d'idéal du petit, d'une relation courte. Hein. On veut plus des grands, on veut aller vers, et c'est ce qu'on va voir comme facteur négatif sur le bio aujourd'hui, c'est que on imagine que comme maintenant c'est les grands qui en vendent, bah, c'est moins bien qu'avant. Donc on cherche dans la qualité du bio parce que finalement ça va regrouper tout l'imaginaire sur l'alimentaire de positif, c'est meilleur pour le goût, c'est meilleur pour ma santé. Je digère mieux, hein, par exemple. Donc, on va y voir toutes les vertus positives par rapport à toutes les angoisses. On sait que c'est toujours autour de l'intestin que finalement les angoisses se concentrent. On a l'impression que ça se garde plus longtemps. Hein, qu'il y aurait une DLC magique qui fait que ça pourrit moins vite que le reste, alors que évidemment la complexité est beaucoup plus complexe, hein, puisqu'en réalité c'est l'inverse, hein, puisqu'il n'y a pas de conservateur. Et on va avoir des imaginaires autour d'une garantie, hein, d'un produit qui, en termes de sécurité, va être bien meilleur pour des produits qui peuvent être de l'hygiène beauté. Et c'est comme ça que se construit une confiance, hein, autour de ces trois tendances, parce qu'il y a une transparence. Hein. Il y a vraiment ces valeurs, hein, de construction de la confiance autour de la sincérité, de l'authenticité qui viennent aussi, hein, de ces valeurs protestantes qui arrivent dans nos cultures. Et donc il y a ce lien dans ces trois tendances autour d'une réduction de l'empreinte carbone, mais qui est affichée, qui doit être donnée. Et il faut évidemment prouver tout ce que ça peut avoir comme bénéfice pour la planète. Et vraiment sur la partie Green Spirit, hein, il y a ce qui est à l'origine des premiers gestes qu'on a fait en France, hein, c'est vraiment la réduction des déchets qui arrive de façon forte. Mais il y a vraiment des valeurs partagées autour de ces trois cibles. On a posé la question dans l'enquête quantitative, hein, qui s'est faite auprès de plus de 1000 individus en online, la question ouverte. Si je vous dis produits bio, à quoi pensez-vous? Si je vous dis produits qui protègent l'environnement, à quoi pensez-vous? Et si je vous dis Made in France, à quoi pensez-vous? Donc là, c'est les nuages des mots, les mots les plus fréquents. Et on voit vraiment que sur les deux premières cibles, il y a vraiment le premier mot qui apparaît partout, hein, c'est nature. Donc il y a vraiment cette notion de si c'est une nature sanctuarisée, idéale de l'idéal, c'est forcément sain, c'est forcément plus sain. Et c'est forcément de meilleure qualité. Et on va trouver du côté des bio-attentifs vraiment, et ça c'est vraiment la première raison qui est donnée, beaucoup plus de notions de santé. Hein, c'est bon pour moi, pour ma santé, et bien sûr avec beaucoup plus de références à l'alimentation qu'à l'hygiène beauté. Et toutes les peurs, hein, qui vont être citées, c'est les pesticides, donc c'est vraiment sur tout ce qui est chimique, donc c'est vraiment sans pesticides, mais aussi on va retrouver le sans gluten, sans lactose, etc., qui rassure. Pourquoi? Parce que le bio, c'est la seule réponse qui existe aujourd'hui par rapport aux peurs. Hein. C'est finalement dans le panorama, et évidemment les Français cherchent quelque chose où il y a un tampon de l'État, c'est ce qui aujourd'hui va centraliser la rassurance. Sur les Green Spirit, on voit que les nuages de mots vont faire sortir des mots un peu plus différents, puisqu'on va voir apparaître écologie, pollution, déchets. Donc c'est vraiment les notions de protection de la planète, donc pour les générations futures, donc le respect. Mais on voit apparaître aussi, hein, le sang, vous voyez qu'il y a le mot engrais, et puis le mot bio. Hein, c'est-à-dire que pour les gens à qui on dit, si je vous dis protéger la planète, eh bien, on fait ce lien avec un produit bio qui, en effet, le produit bio à l'origine, hein, par les Autrichiens, a été développé pour protéger le sol, pour protéger la partie de ce qui produit de l'agriculture. Le Made in France, lui, va aller beaucoup plus, hein, sur des notions d'économie, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus lié à qualité, puisque qu'est-ce que pour vous un produit qui est produit en France? Eh bien, il est meilleur, il est de meilleure qualité. Donc on associe aux produits français, et ça, c'est vraiment ce qui a toujours eu lieu sur ces notions du Made in France, hein, c'est qu'il est forcément de meilleure qualité, mais qu'en même temps, hein, il est là pour protéger l'emploi et pour être une réponse à des périodes économiques difficiles. Mais on voit que le Made in France,
va aussi se relier à ce courant de développement durable, puisqu'on considère, quand c'est régional, que finalement ça va permettre, avec moins de logistique, moins de transport, et vous voyez que le mot transport apparaît de façon forte, eh bien a priori s'il y a moins de transport, il y a moins de coût carbone, et donc quand on a fait du Cali, les personnes interrogées en Cali arrivaient à bien faire dérouler tout ce lien-là entre français, transport, mais aussi qualité. Par rapport aux difficultés, aux points un peu négatifs qui ont été développés à la fois dans la partie Canty, mais surtout en Cali. Donc il y a un terme que vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc qui lie les trois, c'est que c'est cher. Mais le côté cher, c'est beaucoup plus sur les bio qui considèrent que le produit est cher. Les Made in France, comme c'est une cible plus riche, va moins citer ce frein-là. Dans les difficultés par rapport au bio, il y a vraiment le fait qu'on ne sait pas systématiquement si c'est un produit bio. Vous savez que le logo AB Bio français a été remplacé petit à petit par le logo européen, qui est adapté à la France, mais qu'on est obligé de garder les deux logos côte à côte. Et il y a cette notion de mise en avant par les acheteurs de certaines incohérences. Donc les gens qui disent, notamment que par exemple de mettre de l'huile de palme dans un produit bio, ça les étonne. De faire des lingettes bio alors que on sait que c'est pas forcément très très bon pour la planète, pour les bébés, ça étonne. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de sucre dans des biscuits, ça étonne. Donc il y a ces incohérences qui sont pointées. Et c'est vrai qu'il y a une différence forte entre ceux qui vont dans les magasins spécialisés, type Biocoop, et qui finalement reprochent un petit peu au système de s'étendre. Et les critiques qui vont aujourd'hui pointer, c'est le fait que dans la grande distribution, il y en a, donc forcément ça vient de loin, et donc forcément c'est pas forcément le modèle économique qui correspond aux militants du départ. Sur la partie écolo, les Green Spirit, leur méfiance, elle peut être sur ce qu'on a appelé longtemps le greenwashing, c'est-à-dire que des produits qui vont afficher des choses, c'est pas forcément parce qu'on va dans ce sens qu'on a enlevé des composants notamment, on a enlevé du parabène, etc. C'est pas forcément moins nocif. Donc il y a cette prise de conscience qui apparaît très nettement dans ceux qui ont été interrogés. Et puis souvent c'est contradictoire. Donc il y a un exemple qui est cité sur le secteur des fenêtres. C'est qu'on sait que si on met du PVC, ça dure beaucoup plus longtemps, qu'il n'y a pas d'entretien. Alors que si je mets du bois, je suis obligée de repeindre. Et donc si je peins, la peinture c'est nocif. Et donc évidemment c'est pas toujours, c'est des notions très complexes. Et donc ça a bien été compris par les consommateurs. Du côté du Made in France, eh bien là, ce qui est mis en évidence comme frein, c'est en effet le fait que on ne sait pas très bien définir du Made in France pur, parce qu'il peut être fabriqué ailleurs et vendu en France. On peut avoir des marques étrangères qui finalement sont sur le territoire français, ont bien des usines, font tout en France, mais c'est pas du capital français. Et puis on n'a pas toute la chaîne, et ça a été découvert notamment par exemple avec la crise de la fraude à la viande de cheval, où on a compris qu'il y a des allers-retours sur l'endroit où va être net l'animal par exemple, et où est-ce qu'il va être nourri. Donc il y a des difficultés par rapport à la définition du Made in France, et puis aussi la difficulté, et ça les consommateurs en sont complètement conscients, c'est qu'on sait bien qu'il y a des produits qu'on ne produit plus en France, et que finalement on ne peut pas avoir une consommation complètement fabriquée en France, et qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus, où on sait qu'on reconnaît par exemple qu'en Asie, toute l'électronique est faite en Asie, et donc on ne se pose pas la question de tout consommer en Made in France. Donc il y a une prise de conscience qui est assez éclairée. En ce qui concerne ce frein du prix, eh bien en effet il ressort de façon plus forte sur le bio. On le voit ici en creux, puisqu'à la question « Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher que ce que vous payez actuellement ?» Eh bien, vous voyez qu'il y a qu'un tiers de ceux qui sont mis dans la cible des produits bio qui sont prêts à payer un peu plus cher, et ceux qui paieraient plus cher, c'est vraiment ceux qui sont sur le fabriqué en France. Comme il y a vraiment un intérêt économique sur le Made in France,
on le sait, donc on est prêt à aller jusqu'au bout et à donner de l'argent. Donc c'est tout le succès des marques, comme C'est qui le patron par exemple, qui fonctionne très très bien, où on est prêt à mettre plus de centimes pour rémunérer le fabricant français. Sur le Green Spirit, on est à 42% qui déclarent être prêts à payer plus cher. Et enfin, pour l'avenir, si on essaye de se projeter, de se dire ces cibles-là, ces tendances-là seront-elles, se développeront-elles, eh bien on voit que en effet sur le produit fabriqué en France, c'est beaucoup plus favorable, puisqu'on va être à 84% des consommateurs qui vont vous dire que oui, on est prêt à consommer, à continuer à acheter des produits fabriqués en France. Alors là, c'est du déclaratif. Moi, je vous dis qu'on sait que quand l'économie va beaucoup mieux, en tous les cas, le levier qui est économique, il a plutôt tendance à un petit peu baisser. Et puis, sur l'alimentation bio et les produits d'hygiène bio, on n'est qu'à la moitié, alors que sur le Green Spirit, et c'est la cible qui est la plus large, on le verra tout à l'heure en nombre, c'est ceux qui sont les plus nombreux, eh bien là aussi, on est à 80%. Je vais repasser la parole à Françoise qui va nous parler des codes de communication. Bonjour. Je vais essayer de bouger un peu entre ces deux salles doubles. Le travail qu'on a fait, c'est un travail... on a regardé 150 campagnes des 18 derniers mois qui portaient sur ces 3 thématiques. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'effectivement, on ne va pas aborder ces 3 cibles de la même façon, même si elles ont des dénominateurs communs. Il y a des particularités dans la manière dont les marques vont construire les messages. C'est une étude Semio, donc sur ce corpus de 150 campagnes, avec une partie également qu'on ne va pas présenter là parce que c'est un peu compliqué, Neuro, où on a testé un certain nombre de campagnes en comparant les réactions de gens qui se déclarent bio-attentifs ou Green Spirit par rapport à une population plus neutre. Et on va voir qu'il y a des particularités, c'est extrêmement intéressant. Alors, ces codes de communication, sur ces 3 cibles, on va trouver à chaque fois une dominante, qui est la première qui est notée là dans nos petits pictogrammes. Sur les bio-attentifs, on a vu cette importance de la méfiance, de la défiance, et tout le discours de vigilance va être fondateur et le principal discours dans la construction des messages vers ces cibles. Et puis 2 autres thématiques qui sont là plus certainement de la conquête de nouveaux consommateurs et pour faire tomber un peu les a priori qu'on pourrait avoir sur le bio, et qui sont de la proximité, c'est-à-dire de la facilitation, de la disponibilité, ça vous facilite la vie, et puis du bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sensorialité de ces produits et aux qualités organoleptiques. Sur la deuxième thématique, sur les Green Spirit, vraiment le vecteur, c'est l'innovation. Effectivement, on va avoir beaucoup de constructeurs automobiles, des énergéticiens. La particularité de cette cible Green Spirit, on l'a vu, c'est qu'elle est plus dans une logique globale de responsabilité par rapport au bio-attentif, où on est quand même sur de la vigilance. C'est un peu mon corps est un temple et je suis super vigilant sur la moindre chose qui pourrait menacer ma santé. Donc sur nos Green Spirit, l'innovation est vraiment quelque chose de fondateur et on voit une maturité quand même. Moi qui suis senior dans les études, j'ai vu et j'ai fait beaucoup d'études il y a une dizaine d'années où on était vraiment sur le greenwashing, sur toutes les questions qu'on s'est posées en termes d'encadrement même légal sur les messages et sur jusqu'où les marques pouvaient aller. On voit aujourd'hui dans l'étude de perception qu'on a faite et dans la construction des messages quand même une maturité. On dépasse ça avec vraiment une idée sur la deuxième thématique de pouvoir être performant dans cet accompagnement éthique et consumériste. Et on verra aussi toute une dimension hédoniste. Sur les made-in, c'est plus simple. Alors c'est intéressant de voir que c'est une cible que je trouve très intéressante. Pascal nous disait à l'instant que c'est la cible la plus âgée, mais en même temps, il y a des éléments de modernité dans la construction des discours qui font que c'est très intéressant puisque pour les jeunes aussi, la crise de la consommation et de la société productiviste, consumériste dans laquelle on est, c'est la recherche de sens. Quel sens ça a, tout ce qu'on est en train de faire et la manière dont on consomme? Et dans les messages qui sont construits vers cette cible-là, on trouve des choses très intéressantes sur redonner du sens à la manière dont on consomme. Et on va voir que l'humain et la communauté
sont très importants dans ces messages. Alors je vous propose de parcourir à travers quelques exemples et illustrations de la manière dont les films vont aborder ces thématiques construites par les marques. À chaque fois, à chaque cible, on aura une petite ouverture à la fin sur un benchmark international avec des exemples qu'on a trouvés inspirants par rapport à ce qu'on a pu voir sur nos 150 campagnes françaises. Quand on parle de construction des messages vers cette cible bio-attentif, la vigilance, c'est quelque chose de très important. On le voit à travers la construction de messages qui sont très performants, on le voit au niveau des tests, qui vont mettre l'accent dramatisé. On voit d'ailleurs que nos cibles bio-attentifs sont plus sensibles que les populations autres sur la dramatisation, puisque l'efficacité, elle peut être aussi construite avec des émotions négatives au départ, et puis après une solution apportée. Donc des films comme Super U ou Sanex, qui passent tout un temps à mettre en scène les composants nocifs, donc des composants chimiques et pesticides. On a vu dans l'étude de Pascal que c'était au top des craintes, notamment en ce moment les pesticides. Je sais pas, moi, autour de moi, tout le monde parle de pesticides. Ça se retrouve énormément. Donc le contraste avec des arguments bannis. On a aussi toute une dimension qui est efficace de transparence qui est mise en scène. Alors on orchestre, c'est ce qu'a fait par exemple Intermarché à travers ses campagnes, où on a quelques minutes sans message et on laisse la place à la nature, la parole à la nature. Donc on a le bruit naturel, on regarde une petite coccinelle pendant un moment, et après on a la construction d'une solution et d'un message pour partager ça. C'est la même chose chez Vrai. Ce qui est nouveau aussi dans le discours de vigilance et qui tend à se développer avec l'efficacité, c'est le fait, au contraire, de sublimer les ingrédients avec des gros plans, les ingrédients vertueux, et de montrer leur puissance, c'est-à-dire d'aller à l'encontre l'idée reçue que le bio ne pourrait ne pas être efficace. C'est dire que la nature en elle-même contient cette puissance. Donc vigilance comme premier type de discours est très important. Et puis cette évolution pour conquérir de nouvelles cibles, je pense, sur plus de proximité. Donc des formats longs qui expliquent, c'est ce que fait Carrefour, toute sa saga avec C'est quoi ça, Fleury Michon, où on explique toute la chaîne de production, on prend du temps, c'est des films un petit peu plus longs, il y a des relais aussi sur des formats digitaux. Également, on voit les pure players qui étaient évoqués tout à l'heure, qui vont prendre la parole de manière de plus en plus décalée. Quand je parle pure player, c'est-à-dire c'est pas des marques généralistes qui ont une gamme bio, mais des marques qui sont fondamentalement dans leur ADN des marques bio. Et eux vont être vraiment dans une dédramatisation, faire beaucoup plus d'humour, être dans des registres décalés. Il y a le film par exemple à Céréales où il fauche le petit paquet de céréales à sa femme et il le mange au bureau, il le déguste, c'est délicieux. Mais pour remontrer en fait cette dimension plaisir qui est plus importante. Et puis, dans cette dimension de proximité, on a la part des distributeurs qui est très importante. On l'a vu tout à l'heure également en termes de développement. Carrefour, Leclerc sont extrêmement présents. Et eux ont un discours particulier qui est l'accessibilité, c'est-à-dire le premier fondamental pour ces produits, c'est d'être accessible économiquement, logistiquement. Donc deuxième axe. Le troisième axe qui est sur le bien-être, c'est le plus récent et ça va être en fait de dépasser pour conquérir ces nouvelles personnes, je pense, les stéréotypes qui peuvent être attachés sur le manque de sensorialité, le manque de goût. Des produits bio, puisque c'est pas un stéréotype attaché à des produits frais par exemple, parce que ça on sait que si on va acheter son marché une salade elle va être bonne. Par contre sur des produits manufacturés bio, il y a un stéréotype négatif qui peut y être attaché. Donc on va retrouver aussi, je vous parlais des pure players tout à l'heure, des marques comme Naturalia ou Sojason qui vont être dans l'intensité, dans le moment de consommation pour dépasser en fait ces stéréotypes. Et donc on va avoir beaucoup de choses sur la performance organoleptique mise en scène dans ces films.
Quand je vous parlais d'inspiration internationale, c'était intéressant aussi tout à l'heure ce que disait Pascal par rapport aux influences à la fois religieuses et culturelles sur l'Europe du Nord et les pays anglo-saxons, les États-Unis. C'est pas par hasard que dans le benchmark qu'on a fait, on a trouvé beaucoup d'exemples en Europe du Nord et aux États-Unis sur des manières un petit peu différentes d'aborder et notamment sur cette cible bioattentive, toute une dimension lifestyle qui est importante. Je vais vous montrer un petit film, par exemple celui de Whole Food aux États-Unis, où on est sur une belle famille bobo, mais ce qui est intéressant, voilà, vous allez voir. And nutritious. So there are no artificial colors, no artificial flavors, no artificial preservatives in any of the food we sell. We believe in real food. Whole Foods Market. Voilà, donc on est à la fois sur le fondamental des bioattentifs, c'est-à-dire il n'y a rien de dangereux et on est rassurant, et en même temps on est sur une espèce d'esthétique de vie, puisque la dimension esthétique est importante dans cette consommation. Il y a une part d'imaginaire qui est très importante. Je ne vais pas vous montrer les autres exemples, mais par exemple Burton Bees, c'est aussi une marque qu'on retrouve à l'international, une marque cosmétique, qui a fait toute une campagne internationale sur I'm Not Synthetic, et qui est intéressante parce qu'elle est sur des arguments rationnels, mais aussi sur cette dimension morale et esthétique. Alors sur notre deuxième cible, sur les Green Spirit, je vous disais l'innovation est un fondamental. Ce sont essentiellement des marques qui peuvent proposer de l'innovation et des solutions en termes d'innovation automobile, énergie ou d'autres secteurs, et qui vont là aborder la cible non pas avec une crainte spécifique, mais sur la cohérence de leur démarche globale avec une vision plus holistique. Ce sont bien sûr les acteurs de l'énergie que vous trouvez en France, c'est-à-dire les EDF, les Engie, et puis des approches dans les marques automobiles. C'est intéressant, la maturité par rapport à il y a une dizaine d'années justement dans la construction de leur discours, qui est beaucoup plus humble qu'il n'a été. On trouve notamment des marques comme Toyota ou Volkswagen qui sont très actives. Je vais vous passer le film Volkswagen que vous avez peut-être vu cette année, mais qui est assez intéressant sur cette capacité capacité d'adaptation. C'est une évolution du discours. Enfin, il y a eu une profonde évolution de Volkswagen après le Dieselgate et tout le fait de laisser la parole plus aux consommateurs. Et ça, c'est 2 ans après. Mais c'est vraiment important de voir cette dimension-là. Et puis, une dimension collaborative, c'est-à-dire qu'on parle d'innovation et de performance, mais une performance où le deal est clair, c'est-à-dire que la marque apporte sa démarche, sa capacité d'innovation, mais le consommateur doit être actif, c'est-à-dire qu'on va lui demander de recycler, de participer. Alors là, ça peut être des dosettes de café, ça peut être du recyclage incité par Ikea, ça peut être le geste de passer à l'électrique, mais en tout cas, on est sur cette idée que la performance va se construire ensemble. Et puis aussi, comme on le voyait chez les bioattentifs, on a aussi toute cette dimension de plaisir, d'hédonisme, qui est véhiculée vers cette cible avec des messages. C'est spectaculaire dans le film Renault Zoé ou Volkswagen. Volkswagen, c'est là où il suit son ballon, il part avec son père et il relance le ballon à chaque fois, avec cette liberté et cette idée que on peut circuler en toute sérénité parce qu'on pollue moins. Renault Zoé, c'est une famille qui parcourt toute la France dans tous les sens. On a en même temps cette idée de plaisir, d'intensité. On le retrouve chez Porsche également. Ou chez EDF avec la campagne sur l'intensité aussi. Donc cette capacité à tout réconcilier.
Dans l'inspiration qu'on peut trouver à l'international, on a à la fois des campagnes qui vont jouer sur cette esthétique de vie, sur cet art de vivre. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du ballet et de la danse. On a beaucoup de campagnes, j'aime beaucoup celle d'H&M, qui incite au recyclage en fait des vêtements, et qui est un très beau ballet, juste musical, et puis on a l'incrustation de l'incitation et des messages. Audi également, je vous en passais juste quelques images, où on est sur... là, c'est ce qui est très présent en Allemagne, c'est les véhicules qui circulent au gaz. Et donc, on s'intègre plus dans une harmonie avec la nature, dans l'utilisation d'un élément naturel, mais en respectant l'environnement. Vielleicht kommt der Wind aus den Wolken. Wirklich schön, wie Schnee im Sommer. Wenn er stark genug ist, lässt er Menschen in der Luft tanzen. Bon, je ne vais pas le laisser dans son intégralité parce qu'il est un peu long. Je suis désolée de vous frustrer, mais c'est mieux que je puisse vous montrer plus de styles différents. On a aussi des choses qui peuvent être plus de l'humour. Ça, c'est un style canadien. On va retrouver aussi beaucoup en Europe du Nord. Des choses très directes. In Saint-Hyacinthe, no leftovers are left behind. Donc là, c'est sur la production d'énergie à partir d'ordures, en fait. E.ON aussi fait des choses, un film qui est un peu façon Mad Max, une course avec des véhicules électriques. Donc on va retrouver à la fois la dimension esthétique et puis pas mal d'humour, particulièrement en Europe du Nord. Sur notre dernière cible, sur les Made in, alors on a dit Made in France, mais ça peut être du Made in d'autres pays, hein, dans le benchmark. Je trouve que c'est une thématique vraiment intéressante, la manière dont elle est adressée. Et je trouve ça paradoxal, parce qu'à la fois, cette cible, c'est la cible la plus âgée, mais en même temps, je pense qu'il y a un potentiel vraiment sur une cible plus jeune, avec le fait de retrouver du sens. Dans les derniers 6 mois, on a eu pas mal de campagnes en fait sur ce Made in ensemble, où on va rechercher à valoriser l'humain. Dans la société, on a dit consumériste, productiviste, assez dure dans laquelle on vit, le fait de retrouver du sens à travers les individus qui produisent ces biens, c'est quelque chose d'important. C'est ce type de communication, par exemple, on va voir Toyota, quelques images. Bon, Toyota, Coca, des marques qui sont internationales, ont une tradition de communiquer en France sur leur légitimité à produire, donc ils l'ont toujours fait. Simplement, ils l'incarnent de plus en plus en donnant du sens et en étant plus précis sur qui fait quoi. Donc ça, c'est intéressant. Bonduelle aussi a fait toute une série de très très jolis films en expliquant la vie de la personne qui produit et comment ça se passe. Vico aussi, Candia l'a fait. On a une autre façon d'aborder qui est intéressante par les marques. C'est un peu Air France qui avait été l'initiateur avec sa dernière campagne sur des codes vraiment bleu, blanc, rouge, des sons très français et un côté un peu cocorico mais très fun sur une fierté en fait French Touch qui est construite par les marques. Donc là, on retrouve Bic, Danone, mais ces éléments iconiques donnent quelque chose de dynamique et de sympathique. Dans le benchmark international, je pense que c'est les Anglais qui sont les champions sur cette thématique-là. On a trouvé des très belles campagnes, notamment Tesco avec les Food Love Stories. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces campagnes. Ce sont des récits, en fait, de producteurs. Et à chaque fois, c'est un peu comme les caractères, vous savez, les caractères de La Bruyère. Il y a une identité, un trait dominant du personnage, le récit de son activité. Et donc, c'est très malin et bien fait. Donc, il y a le tendre, le fantastique, etc., en rapport avec la production d'un aliment. On a aussi des marques qui peuvent être attaquées
touchées et exposées, parce qu'on n'est pas que dans un monde bienveillant, hein. C'est-à-dire qu'on a des marques comme Lidl en Grande-Bretagne qui ont été très attaquées sur leur démarche bioéthique, naturalité, ancrage local, et qui ont fait toute une série de films très intéressants et une présence sur les réseaux sociaux pour apporter des réponses concrètes sur les attaques qu'ils pouvaient avoir. On va regarder un des films, je vous invite à les voir, vous pouvez les trouver facilement sur YouTube, mais un des portraits. Since I was young, I've always loved growing vegetables. You have to be comfortable with nature, especially the bees buzzing around you. Removing the additional shoots and the leaf just keeps it more open and keeps the plants healthier. Quand je parlais d'esthétique, c'est aussi tout le travail qui est fait sur l'image pour rendre le produit appétissant, désirable. Et il y a vraiment, par rapport aux fondamentaux de l'étude de Pascal, quelque chose de très important à retenir entre la traduction créative qu'on va avoir et cette dimension d'esthétique de vie et de transparence morale et humaine. C'est quelque chose de très important. Et je vais terminer en fait sur cette charte avec un petit récapitulatif et vraiment 3 cibles qui peuvent se croiser, hein, parce qu'il y a des dénominateurs communs, mais des manières de communiquer qui sont assez nuancées, avec la vigilance en dominante sur les bioattentifs et cette évolution vers quelque chose qui est de l'ordre de la facilitation de la proximité avec cette volonté de conquête. J'ai remis en exemple que je trouve plus intéressant Bird & Bees, avec toute cette campagne internationale I'm Not Synthetic. Et en deuxième point sur les Green Spirit, cette idée de global, de compréhension globale et d'impact global. On levait tout à l'heure la vigilance sur les incohérences possibles entre faire un produit bio avec trop de sucre dedans ou avec... Enfin voilà, il faut être... extrêmement cohérent. Je pense que l'exemple, qui est un vieil exemple, mais qui a 3-4 ans, de Innocent avec son film Chain of Good, où vous avez derrière l'achat, le geste d'achat d'un petit flacon de jus, tout ce qui s'est passé et tout le mode de production. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour cette cible-là, c'est Green Spirit. Et puis sur la 3e cible, bon, en dehors du côté folklorique amusant, on a vu avec French Touch, le côté humain qui est extrêmement important et le moyen d'utiliser le média, justement le média télé, en valorisant ces portraits. Et on était sur le contenu des messages. Je vais passer la parole à Virginie, puisque tout ça n'est possible que s'il y a un média. Voilà. Merci Françoise. Donc bonjour à tous. Vous l'avez compris, en fait, ces nouveaux modes de consommation en fait entraînent une nouvelle façon de vivre qui est beaucoup plus orientée, vous l'aurez compris, sur la naturalité, sur le plaisir et aussi sur la qualité. C'est dans cette dimension et dans ce contexte que France Télévisions Publicité en fait souhaite accompagner les marques dans leur stratégie média. Et à cette occasion, on crée en fait 3 cibles publicitaires. Alors en fait, on a lié ces cibles par une consommation en fait qui est raisonnée. Et en fait, ces cibles représentent en ciblage média 20 millions d'individus. En effet, on peut être à la fois, on l'a vu, bio-attentif, Green Spirit ou Made in France. Pour autant, en fait, ces cibles médias ont des consommations différentes et sont bien distinctes. Alors on a vu les bio-attentifs sont plus jeunes, plus CSP+, et en termes de consommation média, on va les retrouver plutôt sur des petits consommateurs, c'est-à-dire qui consomment moins de télévision que la moyenne de la population. Donc c'est des gens plus difficiles à toucher en télévision. Ils sont donc 8,8 millions d'individus. Les Green Spirit, en fait, ils sont plutôt dans la moyenne de la consommation média. Ils sont toujours aussi plus CSP+, et plus jeunes. Ils sont donc 11,8 millions d'individus en France. En ce qui concerne les Made in France, ils sont plutôt gros consommateurs de télévision et donc ils sont 7,2 millions d'individus. Alors quelles sont en fait leurs variétés de programmes et quelles sont leurs affinités?
Là, on a fait une sorte de map sur lequel on a mis en fait l'ensemble de leur programme. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, ils ont une variété de consommation. On va les retrouver à la fois sur la fiction, sur les événements, sur l'information, sur les magazines, le cinéma, les docs du dimanche, par exemple, sur France 5. Alors évidemment, il y a quelques spécificités différentes, puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, ils consomment différemment les médias. Et on verra plutôt les bio-attentifs sur les magazines de France 5. On les verra par exemple sur le magazine de la santé ou par exemple sur Silence ça pousse. On pourra également les voir sur la fiction et en particulier par exemple le carton de fiction de France 2 qui était 10%. On va les voir également très en affinité. Sur les Green Spirit, en fait, ils seront plus en fait, sur la partie de l'information et notamment sur le JT de 13h et de 20h. En ce qui concerne les Made in France, ils sont beaucoup plus sur la partie en fait des informations locales et régionales. Alors ces trois cibles, en fait, quelles sont leurs répartitions de la consommation au niveau des chaînes? Alors tout d'accord, il y a un indicateur qu'on aime bien, c'est finalement la capacité d'un groupe de télévision à fédérer une audience instantanée quotidienne, qui, on l'a vu, en fait, est très importante chez France Télévisions, parce qu'elle est de 4 à 6 millions de manière quotidienne par jour. Sur l'ensemble de la répartition de l'audience, France Télévisions, en fait, va détenir environ 33%, c'est-à-dire un tiers de l'audience. À l'occasion, en fait, de ce lancement de cible, on a créé une offre qu'on a appelée, en fait, offre duo, parce qu'elle permet, en fait, une garantie de couverture à 2 semaines. On va s'engager en fait à couvrir et toucher en 2 semaines 60% de l'ensemble de ces cibles. Alors on l'a appelé duo parce qu'en fait on cumule 2 modes de communication différentes, à la fois la télé classique, donc où on visualise finalement le produit, et en complémentarité le parrainage qu'on va avoir en prime time après 20h et sur un format de 12 secondes. Après, on a souhaité enrichir les produits. Donc, à la question, en fait, où on va, finalement, comment on a constitué l'audience, eh bien, évidemment, on va mettre à disposition du marché l'ensemble de ces 3 cibles dans les outils d'audience et de média planning. Et on va donc proposer au marché, gracieusement, ces cibles. On va également trouver ces cibles disponibles dans nos cibles digitales, parce que comme vous le savez, on est équipé d'une data et on pourra trouver en fait ces cibles dans cette data. Alors vous l'aurez compris, en fait, on est persuadé que ces cibles ont un fort potentiel dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle on vous a proposé en fait ce panorama et on reste à votre disposition en fait pour répondre à l'ensemble de ces questions si vous en avez. Et donc on est là toutes les 4 pour vous écouter. J'ai dit juste la mise à disposition au marché des cibles. Ouais. Le 15 mars, en fait. Donc, on pourra trouver, en fait, dans tous les outils média planning du marché, l'ensemble de ces cibles. J'avais une question pour Pascal. J'ai trouvé la carte super intéressante tout à l'heure, là, avec les pays. Et je me demandais si ça bougeait vite, parce que j'ai l'impression que cette histoire de pesticides, sur la France, ça a l'air assez récent. Enfin voilà, à quelle vitesse ça bouge cette carte-là? Alors notamment sur l'arrivée du bien-être animal, ça reste très faible en France, hein, c'est-à-dire que ça bougeait assez vite sur les pesticides, hein, et on l'a vu monter progressivement, c'est-à-dire qu'en 20 ans, en effet, c'est monté, mais ça prend 2-3 points par an. Le bien-être animal, ça reste le sixième critère de choix, c'est-à-dire que ça bouge de 2-3 points par an. Même si les chocs, en effet, des crises sont plus puissants. Et souvent, je prends par exemple les œufs en cage, c'est souvent la distribution ou l'offre qui va accélérer le mouvement. Mais ça ne vient pas du consommateur qui change très vite. Du coup, si tu faisais la carte il y a 5 ans, est-ce que la hiérarchie aurait été très différente? Est-ce que le paysage aurait été très différent entre les différents pays ou pas? Non, il n'y a pas de... Enfin, les hiérarchies par pays ne bougent pas très vite. C'est simplement en France
ou par rapport à d'autres pays, je prends l'exemple du bio, où finalement on a une caractéristique, c'est que ça peut s'enflammer plus vite chez nous. Et donc on est le pays où la progression du bio est la plus forte depuis 2 ans. Bonjour, question pour la régie France Télévisions. Est-ce qu'il est prévu que des écrans contextualisés soient mis en place où on pourrait retrouver des annonceurs d'une cible en particulier et à quel délai ? Oui, effectivement, sur l'ensemble des solutions qu'on a évoquées, évidemment, l'idée, c'est de co-construire avec les marques des dispositifs adaptés sur mesure. Donc, on a vu, en fait, sur les marques qu'on a, il y a énormément d'aspérité, en fait, avec plusieurs cibles en particulier, notamment sur les Made in France, qui ont une forte affinité, en fait, sur pas mal d'événements. Donc, on peut tout à fait, à l'occasion, soit d'événements antennes ou d'événements tout à fait liés au calendrier, j'imagine par exemple la fête du 14 juillet, de pouvoir contextualiser des écrans, c'est-à-dire qu'on va donc habiller en fait nos génériques publicitaires à l'image en fait de l'événement. Donc par exemple si c'est sur les Made in France en relation avec le 14 juillet, et donc trouver à l'intérieur des marques qui seront en liaison avec le contexte. Le délai, en fait, on a déjà adressé le sujet vis-à-vis de notre direction artistique des antennes, donc ils sont tout à fait enclins à le faire. Et donc il suffit juste évidemment que on est à votre disposition, je crois, l'ensemble des solutions créatives pour travailler sur des briefs précis. On peut aussi créer ça au travers de cibles. On l'a vu, il y a certaines cibles qui ont des aspérités de consommation, notamment au travers, par exemple, de magazines. Donc, on peut aussi tout à fait prendre des lancements, par exemple, de produits. On a vu aussi l'aspérité sur le Green Spirit et l'automobile à l'occasion, je sais pas, du Mondial de Paris par exemple, ou au contraire par exemple sur la semaine du goût, je crois, qui a lieu au mois d'octobre, ou du développement durable, en fait événementialiser vraiment les choses avec les marques. Mais je dirais que là on n'a pas voulu formater des dispositifs on va dire packagés, parce qu'on est plus dans une logique en fait vraiment de solutions sur mesure, mais bien sûr ça fait partie des solutions business qu'on envisage. Et j'en ai pas parlé aussi, mais vous le savez, le parrainage est aussi une bonne accélération pour la couverture, puisque en fait on peut avoir vraiment des dispositifs très en affinité avec ces cibles-là, sur lesquels vous êtes vraiment collé en fait sur le billboard avec des formats très longs. Donc c'est aussi un bon moyen de les toucher. Voilà. Je vais d'abord remercier nos intervenantes et expertes. Merci pour la richesse de vos présentations. C'était tout à fait instructif et complémentaire. Et puis, vous remercier à tous d'être venus nombreux ce matin participer à ce Smart Break. Merci.